Le patrimoine culturel est comme une valise géante chargée de notre passé commun, lieux, vestiges, palais, forteresses, édifices, ou encore hommes ou femmes trésors, comme chez les Japonais, plats, pratiques sociales, bijoux, et quanti de ce qui nous identifie de ce vaste monde. Ici chez nous, le mois du patrimoine est célébré du 28 avril au 28 mai. Pour ce 2023, il est sous le thème « Le patrimoine culturel algérien et ses prolongements africains ». Une voie nécessaire pour vulgarisation et surtout valorisation. De surcroît, l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique, ayant connu des dynasties, des tragédies, des guerres, des civilisations. En somme, son patrimoine demeure ce que nous héritons des générations précédentes. Je cite, « héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et nous transmettons aux générations à venir ». Fin de citation, comme était l'UNESCO dans sa conférence en 1972. Le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique révèle que, je cite, « depuis décembre 2018, l'Algérie compte parmi ses sites préhistoriques un des plus vieux du monde, 2,4 millions d'années, le deuxième après celui de Gona en Éthiopie, 2,6 millions d'années. Il s'agit du site préhistorique Ain Bouchrit, situé dans la commune de Geltazaga, près de l'Alma, dans la wilaya de Sétif, où des vestiges archéologiques témoignent d'une présence humaine remontant au début de l'humanité. Fin de citation. Donc, pour cet après-midi du 29 avril, nous allons entamer plusieurs rencontres avec des écrivains, des penseurs. Ce sera heure du livre, comme en 2018, avec cette fois-ci Abdelrahman Khalifa, Ahmed Benzeliha, Alawa Daksi et Madame Lounis, amie des livres. Ça sera diffusé via nos plateformes et tout un dossier sera ouvert dans le site de www.livresse.com. On est très heureux de vous avoir en cet après-midi de Heure du Livre, organisé par le magazine Livresse, qui a la parole sur votre ouvrage. Vous avez la parole pendant une demi-heure. Ensuite, la parole sera donnée à Benzeliha et Daksi et le débat sera ouvert. Vous savez que l'Algérie a 7 sites classés au patrimoine mondial. Et j'ai eu l'honneur, à l'époque, puisque j'étais directeur du patrimoine, d'avoir classé ces 7 sites du patrimoine mondial. Et la Qala d'Ibn Hamad a été l'un des premiers sites qui a été classé au patrimoine mondial. Pourquoi? Parce que la Qala d'Ibn Hamad représente les fondements de notre histoire dans la mesure où par Hamad ibn Bologhine, qui était le fondateur, Bologhine étant le fondateur de Médéa, d'Alger et de Miliana. Et donc la Qala d'Ibn Hamad s'inscrit en droite ligne de cette grande dynastie des Ziri qui est née à Achir, c'est-à-dire près de, disons, de Médéa. Et la Qala d'Ibn Hamad est une ville qui a marqué le Maghreb central dans la mesure où, quand Bologhine a été désigné par les Fatimides en 973, il a été désigné pour commander à l'ensemble du Maghreb à partir de Mehdiya, puisque les Fatimides sont partis au Caire et qu'ils ont laissé donc Bologhine ibn Ziri à Mehdiya, qui était la ville créée par le Mahdi
Ubaydullah Chi'i. Et donc, Bologhine a eu disons, une descendance. Son fils Al-Mansour a pris donc sa succession à sa mort, et Hamad, son autre fils, cadet, a été, donc, a travaillé ou a aidé son neveu à élargir le territoire des Irides sur la partie du Maghreb central. Et Hamad a eu, disons, son frère lui avait dit, tous les territoires qui sont à l'ouest de Constantine, tu pourras les gérer toi-même, donc je te les cède. Et Hamad a, à ce moment-là, exactement en 1007-1008, fondé la Qala'a d'Ibn Hamad à 37 km de Msila, sur, disons, le Jbel Ma'adid. Et donc c'est à 1000 et quelques mètres de hauteur que Hamad crée cette ville. Elle devient une référence pour le Maghreb central dans la mesure où, à ce moment-là, si vous voulez presque 40 ans après, arrivent les Banu Hillel. D'accord. Et quand les Banu Hillel arrivent donc dans le sud de la Tunisie, l'élite intellectuelle, manuelle, etc., disons, les Friqiyas, donc de cette partie de la Tunisie, se réfugient à la Qala'a d'Ibn Hamad. Et là, il y a les auteurs comme Al-Bakri ou comme Al-Idrissi ou comme Ibn Khaldoun nous parlent d'une ville qui est un phare de la culture, de l'artisanat, du commerce, etc. Et la Qala'a d'Ibn Hamad donc, a vécu un temps jusque, d'abord, Hamad a construit la grande mosquée de la Qala'a avec un minaret, un minaret qui va être le père de tous les minarets maghrébins. Donc avec un registre central et 2 registres latéraux. Et Abdelmoumen Ben Ali, Al-Mouwahidi, qui est aussi un Algérien, puisqu'il est né à Menzel Sultan, en dessous du Jbel Tajra, à 3 km de Honein. Abdelmoumen Ben Ali refait faire la grande mosquée de Marrakech, puisqu'elle avait été mal orientée, et le minaret de la Koutoubia de Marrakech est une copie conforme de la Qala'a d'Ibn Hamad. Et ce minaret de la Qala'a a donné encore un autre petit, c'est la Giralda de Séville, qui a été construite par Abu Yaqub al-Mansour al-Mouwahidi, le 3e dynaste mouminide, donc, qui est aussi un descendant de Abdelmoumen Ben Ali, né à Tajra, donc en Algérie, de la grande tribu des Koumiyas, qui, à l'époque, avait en grande partie émigré vers le Maghreb extrême. Donc Séville, on est en quelle année? Séville, c'est 1198. D'accord. Oui. Parce que, la Qala'a, c'est 1005, la Koutoubia de Marrakech, c'est 1147, 1150, et la Giralda de Séville, 1198. Oui. Date de la mort de
un grand aussi homme historique qu'est Abou Medine Cha'ib al-Andalousi, né à Séville et qui a passé toute sa vie à Béjaïa. Il a passé 25 ans de sa vie à Béjaïa et il aurait dû être le saint patron de Béjaïa, sauf que celui qui a construit donc la Giralda de Séville, Abou Yaqoub el-Mansour, l'a fait convoquer à Marrakech et les étudiants, les disciples de Abou Medine se sont inquiétés. Ils lui ont dit: Cheikh, tu vas partir, parce qu'on avait dit à Abou Yaqoub el-Mansour, on lui a dit: il y a un monsieur à Béjaïa qui draine beaucoup de monde autour de lui et il te porte préjudice. Il y a le frère de Boulougine Ibn Ziri qui s'appelle Zawi. D'accord. Et c'est un Ziride. Hein, le berceau de la dynastie des Zirides, c'est donc Achir. Ce frère-là, Zawi, frère de Boulougine, s'est sauvé en Espagne. Et les Omeyyades d'Espagne lui ont donné un fief, vous savez lequel est-ce? Grenade. D'accord. Et les lions de la cour de Grenade sont les frères des lions de la Qala d'Ibn Hanbal. Vous allez au musée des Antiquités, vous allez trouver la tête d'un lion qui avait été découvert par Goldwyn, et ceux de la cour des lions de Grenade, de l'Alhambra, sont en tout point identiques à ceux de la Qala. Parce qu'à la Qala, on n'a pas trouvé qu'un lion, on a trouvé plusieurs lions. Le lion étant symbole de puissance, et le lion d'Afrique, il était connu, vous voyez, donc c'était le symbole de la puissance, de la royauté. Et donc, Abou Medine a pris la route vers Tlemcen et il a dit à ses disciples, il leur a dit: n'ayez pas peur pour moi, je ne le verrai pas et ne me verra pas. Et donc sur la route, il s'arrête à Ain Tarbelt, à 12 km de Tlemcen, sur les hauteurs, et la légende dit que il voit de Ain Tarbelt, il voit le village d'El-Ubbad, les adorateurs, qui était un petit village à 7 km de Tlemcen. Maintenant, il est noyé dans la ville de Tlemcen. Hein. Et il aurait dit: c'est quoi ce village? Et on lui a dit: c'est le village d'El-Ubbad. Et il aurait dit: ma ahla fih al-ruqad. Il se trouve que, donc, il tombe malade à Ain Tarbelt et on le ramène à Tlemcen où on lui fait les plus grandes funérailles que Tlemcen ait jamais connues. Et en même temps, on est dans la nouvelle religion, on est dans l'islam, parce que l'islam, ça fait 3 siècles peut-être. Oui, oui. Hein, est-ce que les sciences religieuses ou autres sciences ont contribué à cela? Parce qu'on entend parler de cette civilisation musulmane en Grenade. Oui, cette civilisation musulmane, elle s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur quoi, la religion musulmane? S'appuie sur les textes religieux ou alors d'autres livres? Vous savez, l'islam a été répandu par les Bédouins, c'est-à-dire à Médine ou à Yathrib ou à la Mecque, c'était donc des Arabes
polythéiste. D'accord. Quand l'islam a donc essaimé, il a essaimé sur l'ancienne Assyrie, la Mésopotamie, Babylone, etc., qui étaient de vieilles civilisations. Et donc, le génie de l'islam À cette époque. est d'avoir réuni Syncrétisme. toutes les civilisations et tous les savoir-faire de l'époque. Un monsieur comme El-Mamoun, qui est dans le livre, le fils de Harun al-Rachid, je trouve que c'est l'une des plus belles choses qu'ait faite l'islam. Le fils de Harun al-Rachid, Mamoun, donnait son pesant d'or à toute traduction qui était faite du grec, du sanskrit, du chinois, de l'hindou, du latin, etc. Vous ameniez votre livre, il le pesait et il vous donnait son pesant d'or. Et pour reprendre les propos de Jacques Attali, il paraît que l'Occident profite de tout ce qui est connaissance grecque-romaine grâce aux musulmans. Mais c'est clair. Mais ça, je ne comprends Oui, pas. oui, c'est clair. Mais c'est pour vous dire l'amour du Ils ont livre. travaillé sur le L'amour du livre. Sans le livre, vous n'êtes rien. Sans le livre, vous n'êtes rien. C'est le livre qui vous donne votre niveau intellectuel. Combien, vous savez que l'ensemble du monde musulman n'arrive pas à la production livresque d'un pays comme l'Argentine ou comme l'ancienne Yougoslavie. Imaginez depuis le Pacifique jusqu'à l'Atlantique, tous ces pays ne produisent pas annuellement ce que produit un seul pays. Et là, il y a, parce que vous savez, on ne fait pas de l'histoire pour l'histoire. On fait de l'histoire pour apprendre nos défauts, pour rattraper notre retard. Bien sûr, l'histoire n'est pas quelque chose qui est déterminé. Chaque époque a son évolution. Et à un Revenons moment, à Qal'a ibn Hamad. oui, alors à la Qal'a Pour passer au alors, à la patrimoine Qal'a aujourd'hui. ibn Hamad, à la Qal'a ibn Hamad, il y avait des savants. Il y avait une agriculture qui était florissante. Quand je vais à la Qal'a, j'imagine les paysages de l'époque. Parce que El-Idrissi, ou Ibn Khaldoun, ou Ibn Irari, etc., vous disent que la ville était très riche. Et je vais vous donner une petite anecdote. On dit que quelqu'un est venu acheter à la Qal'a, il est venu acheter de l'huile. Alors vous imaginez de l'huile à la Qal'a, maintenant, c'est désertique. Oui, c'est désertique. Non, alors, quand je dis désertique, il y a à la Qal'a un palais qui s'appelle le palais du lac. Pourquoi? Parce qu'il y avait au palais du lac, à 1000 mètres d'altitude, les Hamadites avaient construit un bassin de 60 mètres sur 40 mètres et 2 mètres de profondeur. Qu'est-ce qu'on y faisait là-bas? Des joutes navales en pleine montagne. On faisait des joutes navales en pleine montagne Cette époque. à cette époque-là. Vous allez maintenant, ce bassin, il est totalement à sec, bien sûr. On amenait l'eau du Takerboust, donc de la montagne, de Mahathir, jusqu'au Mahathir, ça descendait et ça alimentait les bains, ça alimentait les maisons, ça alimentait la mosquée, parce que on a trouvé dans la mosquée, on a trouvé une vaste citerne. Et ça, après, par la suite, les Hamadites ont utilisé ce savoir-faire de l'agriculture, de l'eau, de la domestication de l'eau, pour faire de Béjaïa un des grands ports de la Méditerranée. Et
les Algériens se trompent quand ils pensent que les constructions navales sont nées au XVIe siècle avec les Ottomans. Ça existait déjà à l'époque. Et Ibn Khaldoun vous le dit, texto, qu'on fabriquait des bateaux, etc. Donc, vous voyez que cette qala, même quand elle a été donc, sur la montagne, elle a su réunir autour d'elle des savants. Il y avait une communauté juive, une communauté chrétienne. Vous avez la superficie de la qala. La qala fait à peu près 50 hectares. Vous voyez? Et le rempart, hein, qui ressemble à un gigot, on aurait pu le montrer, et et ça c'est ce qui a été déterminé par le rempart trouvé par le général de Bélier, puis Golvin, puis Rachid Bourguiba, qui le dernier a fait de grandes fouilles à la qala. Et la qala donc a été classée en 1978. À l'époque, j'étais sous-directeur des monuments historiques. On avait travaillé avec un architecte et on avait préparé le dossier de la qala pour l'UNESCO. Ça a été le premier site qui a été classé. Après, sont venus Et la qala a donné. Béjaïa est la fille de la qala. Alors, la qala a été abandonnée partiellement par An-Nasir, le troisième calife, donc hammadite. Il a, donc An-Nasir, on lui a montré, il cherchait un site pour s'éloigner, si vous voulez, de la qala, parce que la qala commençait à avancer les tribus nomades des Banu Hilal. Et donc, il a poussé sa capitale vers la mer. Et en plus, il a eu cette intelligence de savoir qu'à l'époque, au XIe siècle, la vie économique et commerciale se faisait sur la Méditerranée. Et c'est comme ça qu'il construit sur un site d'époque romaine, Saldae, il construit cette ville que l'on va appeler au début An-Nasiriyya. On dit que An-Nasir, chaque fois qu'il demandait à chaque personne qui arrivait à Béjaïa d'apporter une pierre pour la construction de cette nouvelle ville. Et évidemment, Béjaïa a été construite sur les mêmes, disons, critères que la qala. Et plus que cela, il a commencé à enlever les marbres, les colonnes, pour les emmener à Béjaïa. Et ça a été sa capitale définitive. Là, Béjaïa a été après connue de par le monde, de par ses livres, de par ses savants. Vous avez un monsieur comme Al-Robarini qui recense plus de 100 savants dans son ouvrage. Vous voyez. Donc et j'ai fait un livre sur Béjaïa que j'ai appelé La capitale des Lumières, parce que Béjaïa, c'est après, par la suite, avec son commerce sur la cire, c'est appelé Bougie. Parce qu'on fabriquait, si vous voulez, la cire pour éclairer. Et son nom, c'était Vgeit, Béjaïa, Bijaya. On a aussi une zone qui s'appelle les Hammadites. Oui, mais c'était toujours la dynastie des Hammadites qui commerçait avec. On
on a si vous voulez, des documents qui montrent que les Hammadites étaient en contact avec les Génois, avec les Pisans, avec les Catalans, avec tout le bassin méditerranéen. Et donc, cela veut dire que Béjaïa, vous savez que un monsieur comme Leonardo Fibonacci a donc étudié à Béjaïa. Le père de Leonardo Fibonacci, qui a fait sa suite, la suite de Fibonacci, était directeur des douanes. Donc, c'est vous dire qu'il y avait des contacts qui se faisaient de part et d'autre, que ce soit vers le Béjaïa, vers l'Espagne ou vers l'Italie. Et vous savez que des gens comme les Normands de Sicile avaient des relations avec Béjaïa, et à la cour des rois normands de Sicile, on se targuait, si l'on voulait être reconnu comme étant un homme de lettres et de culture, il fallait parler arabe. Vous voyez? Donc, cela veut dire que c'était un phare de la Méditerranée. Et ce phare de la Méditerranée, il a commencé à travers la Qala. Vous voyez? Monsieur Khalifa, pour aujourd'hui, pour revenir sur ce 18 avril au 18 mai, donc le mois du patrimoine que l'Algérie célèbre chaque année, qu'est-ce qu'il en reste de Qal'at ibn Hamad? Est-ce qu'il y a une vulgarisation? Est-ce qu'il y a une préservation? Est-ce qu'il y a du tourisme? Quel est le but de restaurer d'abord? Et ça coûte combien à ce pays? Et on en est où? C'est quoi le bilan? Vous savez, d'abord, avant de qu'est-ce que ça coûte, etc., c'est notre âme. Oui. Et quand c'est votre âme, vous ne devez pas compter. Parce que la Qala c'est moi. Et mes enfants se doivent de connaître la Qala. Et mes petits-enfants et ceux qui viennent après par la suite. Parce que nous ne sommes que des témoins. Et si la Qala s'écroule, et quelquefois ça risque, vous savez, quand je visite la Qala, j'ai peur, quand je monte sur le minaret, il y a des fissures. Si ce joyau disparaît, d'abord j'en serai triste, et ce sera ma carte d'identité qu'on aura déchirée. Donc, je lance un appel. Les fouilles archéologiques, ce n'est rien, c'est quelques mètres carrés qu'on fouille. Mais dites-vous bien, vous avez commencé votre discours, votre présentation par Ain Boucharit. Ain Boucharit, c'est quoi? Ain Boucharit, c'est quelques mètres qui ont été donc fouillés par le professeur Sahnoun. Eh bien, ces quelques mètres-là ont fait connaître l'Algérie à travers le monde. Et c'était la première fois qu'un ministre de la Culture invite un archéologue pour le féliciter. On a la chance de toucher notre patrimoine. Peu de gens dans le monde, peu de peuples peuvent toucher, quand par exemple les Français touchent la cathédrale de Chartres ou d'Amiens, etc., ils disent « Ah, c'est extraordinaire ». Nous, on touche des vestiges qui ont 2000 ans d'histoire. Et on les touche. Et on a des murs. Alors que en Allemagne, on vous montre avec émerveillement un mur en négatif. C'est-à-dire la trace du mur. On dit, ah, ça date disons, du 6e siècle, etc. Nous, on les a à portée de main et ils sont là. Vous comprenez? Et qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que cela veut dire, le patrimoine? Le patrimoine, ce n'est pas l'histoire pour l'histoire. Moi, quand on a trouvé
du côté de l'Érythrée, on a trouvé disons, des poteries qui portaient le nom de Tubus subtu, qui c'est Tiklat, à côté de Béjaïa. Au IIe siècle, on exportait notre huile. Vous imaginez? De l'ère chrétienne. Oui. Donc, vous imaginez, ça veut dire que nos ancêtres ont fait ce que nous faisons maintenant avec l'avion, avec les moyens modernes, etc. Ils le faisaient déjà. Vous comprenez? Pourquoi on dit patrimoine? C'est ce que vous ont laissé vos parents. Vos parents vous ont laissé une maison, vous en profitez. Vous la restaurez. Malheureusement, beaucoup la vendent. Mais c'est ça le patrimoine. Et ce que nous ont laissé nos parents nous ont laissé des choses. À nous de les préserver. Si nous voulons être dignes de nos parents. Parce que quand quelqu'un a ses parents qui décèdent, les enfants disent toujours aux gens, qu'est-ce que mon père vous devait? Et vous vous faites un honneur de rembourser les gens à qui ont prêté à votre père. C'est la même chose. Mais quand votre père, il vous laisse des biens, il faut savoir les préserver. C'est ça le patrimoine. Et pas les détruire comme ça. Et pas le détruire. C'est ça le patrimoine. Et il a une valeur vénale, sentimentale, tout ce que vous voulez. Oui. Et c'est à vous de savoir gérer. Et nous ne sommes que les témoins. Parce que quand demain mon petit-fils va dire, on est qui? Et on s'est posé longtemps la question, qui sommes-nous? On vient du... Parce que pendant longtemps, on nous a dit, vous venez d'ailleurs. Comme si l'Algérie était une terre déserte. Ça, c'est le colonialisme qui a fait ça. Ils l'ont bien dit, non? Pour dire que c'était une terra nullus, donc qui n'appartenait à personne, qu'on pouvait l'occuper. Mais nous, on est de cette terre. Et c'est cette terre qui nous a nourris, qui nous a formés, qui a donné Augustin de Tagaste. Donc c'est une terre ancienne, quoi. Bien sûr. Ancienne. Elle est très ancienne. Et qui a essaimé à travers le monde. Le nom de la mère d'Augustin, vous le trouvez en Amérique, Santa Monica. Ibn Khaldoun de la même façon. Augustin de la même façon. Jusqu'à maintenant, on continue d'écrire sur Augustin de Tagaste. Jusqu'à maintenant. On a fait plus de 60 000 livres. Et on continue d'écrire sur la philosophie d'Augustin. Il est né ici. Et nous avons un rapport avec la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc cette terre-là, il faut l'irriguer. Il faut l'irriguer en lui donnant le meilleur de nous-mêmes. Un mot de la fin, monsieur Khalifa, donc c'est ça. Voilà, j'ai dit, le patrimoine, il faut le préserver. Parce qu'il est notre image. Et je n'en veux pas d'autre. Je suis un Méditerranéen, je suis un Africain, je suis un homme du monde. Les civilisations qui sont nées ici ont donné aux autres civilisations. Voilà ce qu'est le patrimoine. Merci Abdelrahman Khalifa, merci pour cette belle page de notre histoire, de notre patrimoine. On va ouvrir le débat dans un moment. On va donner la parole à monsieur Ahmed Benzelikha. Ahmed Benzelikha, je vous invite à intervenir aussi.
dans le cadre de Heures du Livre, au bureau de Livresque, une rencontre autour du patrimoine, le patrimoine culturel algérien et ses prolongements africains du 18 avril au 18 mai. Nous allons un petit peu donner la parole à nos écrivains qui ont écrit notre passé ô combien riche, comme ce que nous venons de voir et d'entendre assidûment avec Abdelrahman Khalifa. Donc, Monsieur Ahmed Benzleha, spécialiste en communication, un auteur prolifique. Il a édité La Fontaine de Sidi Hassan, édition Casbah 2014, La Ruqya de Cervantes, édition Alpha 2016, Elias, édition Casbah 2019, Les Dupes, Casbah 2021. Vous avez dit dans une interview à propos de votre roman Les Dupes, et j'ai envie un petit peu de vous tendre un peu la perche par rapport au patrimoine, vous avez dit « Je suis un grand admirateur de Shakespeare et Dostoïevski, et je pense qu'une de leurs qualités premières est d'avoir proposé au lecteur intemporel un personnage intemporel. Et ce personnage est l'humain, l'éternel humain. Donc, à partir de cette intervention, vous faites balloter l'humain entre le bien et le mal, entre la technologie aujourd'hui, high technologie, qu'on voit un petit peu avec les AI, etc., et l'homme ancien. Et dans un autre entretien aussi, vous avez dit à propos de la lauréat de Cervantes, Cervantes est l'écrivain dont je me sens le plus proche, et cela tient à sa qualité de précurseur de toutes les aventures. Donc il y a Shakespeare, il y a Cervantes, il y a tout ce passé un petit peu que vous voulez le ramener pour aujourd'hui. En quoi ces écrivains vous ramènent au passé et vous inspirent, Monsieur Benzleha? Merci, chère madame. Bonjour donc aux spectateurs et aux spectatrices. Je suis heureux d'abord de vous retrouver et puis de nous retrouver en aussi honorable compagnie. Je suis très content aussi d'assister à la présentation de l'ouvrage de M. Khalifa et dont j'ai entendu parler. Et je suis très heureux aujourd'hui donc de suivre de vive voix donc l'intervention de M. Khalifa. Et je voudrais revenir d'abord, si vous permettez, chère madame, sur la qal'a de Beni Hamed. Et comme je suis surtout romancier, je raisonne un peu par l'image. Et lorsque vous arrivez devant la qal'a, j'ai eu la chance de travailler quelques années à Msila. Et puis, j'ai eu aussi à insérer, si vous voulez, un des personnages de la fontaine de Sidi Hassan, et originaire de cette région des Mradites, montagne qui surplombe la Qal'a. Et donc, lorsque vous arrivez devant la Qal'a, ce qui, au premier abord, retient votre attention, c'est le minaret. Et je voudrais assimiler ce minaret à l'histoire de notre pays, à l'histoire de l'Algérie. Lorsque vous regardez cette beauté, parce que cette beauté architecturale est d'abord une beauté tout court, votre vision est quelque peu dérangée par l'accès à cette tour, à ce minaret. Cet accès se fait à travers une porte mal dégrossie, en fer vulgaire, je dirais, mal entretenu, mal scellé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le cas de l'accès à notre histoire. Nous avons du mal à accéder à notre histoire, pour de multiples raisons. D'abord, nous sommes un peu les malheureux héritiers de la période coloniale. Durant cette période coloniale,
nous avons eu, selon l'expression de Félix Gauthier, Émile Félix Gauthier, le célèbre historien, nous avons eu à regarder notre histoire à travers la vision déformée et déformante de l'école coloniale, de la vision coloniale. Nous avons donc cette idée que notre passé est obscur. Le titre de l'ouvrage de Gauthier est assez symptomatique, puisqu'il parle des siècles obscurs du Maghreb. Par la suite, lorsque nous avons eu, grâce aux efforts, Vous approchez juste le... grâce aux efforts donc, de nos valeureux combattants, et je suis heureux aujourd'hui d'être en présence de l'un d'eux, c'est Ayawa Darcy, et donc grâce à cet effort extraordinaire, à cette épopée historique, nous avons eu à décoloniser l'histoire. Je reprends là aussi une formule, celle de Mohamed Cherif Sahli, qui proposait déjà en 1966 une nouvelle approche de l'histoire. Le temps est passé, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, avec un environnement tout à fait différent, mais avec, encore une fois, et ça me permet de répondre à votre question première, avec cette éternelle une. Donc nous avons les mêmes passions, des passions positives, celles que nous tous nous partageons certainement, au premier chef, l'amour de l'Algérie, mais aussi des passions négatives. Et ces passions négatives se concrétisent, se matérialisent sous la forme de discours historiques. Le discours historique ou le discours sur l'histoire n'est pas l'histoire. Ce discours, malheureusement, encore une fois, en cette époque de mondialisation et donc de propagation très rapide et je dirais presque caricaturale des préjugés, des clichés, mais aussi des calculs des uns et des autres, des calculs qui rejoignent des intérêts théologiques, économiques et politiques. Ces intérêts-là font que l'histoire aujourd'hui fait l'objet de discours orientés. Et nous sommes face à ce discours orienté, quelque peu désarmés, parce que nous avons une méconnaissance, pour ne pas dire une ignorance, de notre passé. Notre passé est un passé glorieux. Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, si nous allons vers les précurseurs, Massinissa, Europa, nous sommes éblouis par la forte personnalité de nos ancêtres, de ces ancêtres. Ensuite, si nous allons vers les royaumes, par exemple, berbères, musulmans, nous sommes aussi en admiration devant l'esprit, si vous voulez, non seulement de conquête au sens militaire du terme, mais aussi cet esprit de conquête du savoir et des sciences. Beaucoup de scientifiques ont pu travailler, faire éclore des contributions non seulement aux sciences, disons, religieuses, mais aussi profanes, qui, jusqu'à aujourd'hui, sont enseignées dans les plus grandes institutions universitaires. Malheureusement, à l'orée donc de ce XXIe siècle, au début donc de ce XXIe siècle, nous sommes face à des défis qui sont très complexes, parce que nos jeunes et nos moins jeunes aussi ne valorisent pas assez l'histoire. Ne connaissent pas aussi. Ne connaissent pas l'histoire et ont une lecture, je dirais, idéologique de l'histoire. L'histoire ne doit pas être contaminée par nos idéologies respectives. Elle doit être examinée de manière sereine et de manière à ce que nous puissions
comprendre ce qu'a été notre passé pour mieux organiser notre présent et pour mieux préparer notre avenir. Je ne pense pas donc que le fait que nous puissions nous arrimer à une idéologie ou à une autre serve vraiment notre intérêt national, notre intérêt culturel, notre intérêt civilisationnel. Monsieur Khalifa a parlé tout à l'heure du fait que la Qala des Bani Hammad a été le modèle pour beaucoup de créations architecturales en Andalousie musulmane. Un autre discours assure que notre belle Algérie n'a pu accéder à cette beauté, à ces réalisations, que lorsque, sous les coups de la Reconquista, les Andalous sont venus se réfugier en Afrique du Nord, au Maghreb et en Algérie. Mais en fait, je pense qu'il faudrait appréhender les choses telles que l'histoire a pu les relever. C'est-à-dire que c'est l'Algérie, et je parle de l'Algérie parce que l'objet de notre débat aujourd'hui est l'Algérie. C'est l'Algérie qui a contribué à construire, à bâtir la civilisation andalouse, et pas l'inverse, même si, bien sûr, nous ne pouvons pas nier l'apport de nos frères venus d'Andalousie, à telle ou à telle époque. Je voudrais aussi remercier notre distingué intervenant de replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que notre belle Algérie est un pays qui n'a jamais vraiment, peut-être, et encore, peut-être à l'époque coloniale, nous n'avons pas eu l'occasion ne nous a pas été assez donnée pour pouvoir contribuer à la civilisation universelle. Sinon, l'Algérie a toujours été un puits, je dirais, de savoir, de personnalités brillantes qui se sont distinguées tout le long de l'histoire. Et ces personnalités, cette manière de faire, doivent constituer des modèles aujourd'hui pour pouvoir relever les défis de demain. Mais en même temps, vous avez raison, M. Benzeliha, puisque l'Algérien lambda, il parle de son histoire au commencement de l'islam, donc au 7e siècle, ou alors, une fois il a dégagé le colon d'hier de l'Algérie, et donc il ramène l'histoire à 54 au 7e siècle. Il y a quelque chose qui cloche dans notre façon aussi d'aborder notre histoire. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les Algériens qui sont Abdelrahman Khalifa. Abdelrahman Khalifa, il ne faut pas oublier que c'est un spécialiste, c'est un historien et archéologue, mais moi je m'inquiète pour l'Algérien lambda. L'Algérien lambda qui ne connaît pas Boulorine, ce qu'est Boulorine, bien qu'on passe tous par Boulorine, il ne connaît pas ce que c'est que la Qal'a d'Ibn Hamad, parce que c'est une bâtisse oubliée comme ça, exposée aux 4 vents. C'est-à-dire, oui, il y a quelque chose qui n'est pas dans la vulgarisation, qui n'est pas dans la diffusion de l'information. Donc, il est où le Aziza, peut-être qu'elle veut intervenir? Non, ça s'apprend à l'école. L'histoire s'enseigne à l'école, tout de même. Comment veux-tu que les enfants ou les gamins sachent d'où ils viennent si ceux qui leur enseignent ou qui les enseignent n'ont jamais parlé de leur histoire? Mais enfin, ça ne s'invente pas, l'histoire. Oui, mais en fait, c'est assez complexe. Absolument. Mais nous avons tous une responsabilité dans tout cela. Et au premier chef, Madame a raison de le souligner, le système éducatif se doit être à la hauteur des défis de la vie. Il ne suffit pas d'apprendre à nos enfants des formules. Il faut surtout leur apprendre à réfléchir. Bien sûr. Parce que pour pouvoir comprendre les enjeux du monde d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas
en rester à une reproduction de savoir entre guillemets, de savoir standardisé en fait. Il faudrait aller vers autre chose, vers une espèce de capacité de rationaliser, d'analyser, qui ne peut qu'être bénéfique, d'abord pour l'individu, ensuite pour la société dans laquelle il s'insère. Bien sûr, aujourd'hui par exemple, ce que vous faites, cette rencontre que vous organisez, le fait que vous nous tendiez, vous parliez de perche, vous nous tendiez le micro, que vous nous proposez à vos lectrices et à vos lecteurs, à vos spectateurs et spectatrices à travers vos plateformes sociales, je pense que c'est déjà une manière de contribuer à faire changer les choses. Si chacun de nous prend cet exemple, ce que vous faites, vous le faites bien, je vous en remercie, nous pourrions certainement appréhender notre histoire avec, non pas avec des œillères, mais avec un panorama et une ouverture d'esprit Et une fierté. Et une fierté qui nous permettra d'aller de l'avant. Vous parliez de M. Abdelrahman, parlait du livre et de l'importance du livre. C'est le cas de souligner l'importance du livre en ces lieux où le livre règne en maître pratiquement, en ces lieux livresques, avec Merci. Le jeu de mots. Merci. Et donc, le livre est... D'abord, il suffit au livre d'avoir été choisi par le créateur, pour ceux qui bien sûr sont croyants, pour révéler ces messages. L'ultime message pour nous musulmans étant le Coran est représenté par le livre. Et donc, on peut déjà souligner la sacralité pratiquement de l'écrit dans notre civilisation. Et on s'étonne, Sir Khalifa le soulignait lors de sa pertinente intervention, que les musulmans ne lisent pas, que le monde arabe ne lise pas, et n'édite pas aussi, n'édite pas de la manière la plus adéquate en ces temps modernes. Et je crois que nous avons un problème de fidélité à notre civilisation. Nous ne sommes pas fidèles à notre civilisation. Nous ne sommes pas fidèles à cette brillante civilisation pratiquement depuis le 10e, 11e siècle. Vous parliez, à la suite de M. Khalifa, de la ville de Béjaïa, ce phare, cette bougie, cette chandelle éclairante pour la Méditerranée. Nous sommes aussi, l'Algérie est aussi un pays méditerranéen, profondément méditerranéen. Nous ne voulons pas, parfois, à partir de complexes que nous avons acquis récemment, je dis récemment, je pense surtout aux années 90, nous voulons tourner le dos à la mer, à la Méditerranée, à tout ce qui fait notre faconde méditerranéenne, notre esprit méditerranéen, notre ouverture sur les autres, notre part, si vous voulez, de méditerranéen culturel, civilisationnel. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore refermé, du point de vue discursif, parfois idéologique, souvent mental. Je réfère en cela à la mentalité. Et des fois l'ignorance. Et des fois l'ignorance. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas encore refermé la parenthèse des années 90? Je pense que nous devons, pour en revenir à l'histoire, de revenir à la formule de M. Sahli, Allah yarhamou, c'est-à-dire décoloniser l'histoire, décomplexer l'histoire, dépassionner l'histoire, aller vers une histoire sereine, qui accepte ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire d'authentiques Algériens.
Donc toujours dans le cadre de Heures du livre, des débats, des rencontres, dans les bureaux de l'ivresse, on a écouté attentivement et assidûment Abdelrahman Khalifa, ensuite Ahmed Ben Zeliha aussi, qui a parlé du patrimoine du passé. Et bien sûr, ce passé qui le fait balloter au présent, parce que le présent aussi, il faut le construire. Donc nous sommes au mois du patrimoine, donc du 18 avril au 18 mai. Faire la promotion de nos sites, de nos habitudes, de nos quartiers, de tout ça, c'est un patrimoine. Monsieur Daxi, vous aussi, vous êtes natif de Constantine, de Souira, c'est ça? Souira, et Dieu se sait, c'est la Casbah de Constantine, c'est gorgé aussi d'histoire. Un mot avec Madame Aziza Louni, parce qu'elle aussi, Lounis, elle a envie de discuter. J'en ai toujours le S. Pardonnez-moi, Madame Lounis. Donc, débattre autour de Constantine qui ruisselle d'histoire. Chaque Pierre, je crois, là-bas, pourra un petit peu nous parler de l'histoire. À vous, Monsieur Daxi. Il le sait très sincèrement, c'est un étranger qui m'a dit que Constantine était une des plus vieilles villes au monde. D'accord. Absolument. J'étais épatée et ravie. Parce que je chauvine de temps en temps. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai. Mais tu sais que Constantine est l'une des rares villes au monde où tu peux voir les gorges du Rumel telles que les voyaient Jugurtha, Massinissa, Gaïa. C'est resté parce que, heureusement que ce n'est pas construit et que ça a gardé, que le rocher a gardé cette authenticité, même si la Casbah de Constantine, elle est plus ou moins dégradée. Je vous remercie de m'avoir invité et je vous assure qu'il m'est très difficile de prendre la parole après deux éminents intellectuels tels que M. Khalifa et mon frère Hamed. Constantine, je vais vous parler surtout de Souiqa. Souiqa, qui est les hommes de Constantine. Constantine, je prends le cas des 22 qui ont déclenché la guerre de libération. Sur les 22, il y avait 17 ou 18 de l'Est algérien et 7 de Constantine, dont j'ai eu l'honneur de connaître. Et entre autres, même celui d'Alger. Chapé. Chapé, là, Constantine ou Chapé. Belouzed. Ah, Othman. Mohamed, non, j'ai connu Mohamed. Le premier président de l'OS. Qui était premier président de l'OS à l'âge de 23 ans, qui est mort de tuberculose, qui était condamné à mort à Alger et qui s'est réfugié chez nous à Constantine. Donc j'ai eu l'honneur de connaître tout ce beau monde et 12 sur les 22. Certains en prison, certains, avec certains nous avons travaillé ensemble au niveau du FLN. Enfin, que ce soit Bitat, ou Chapri, ou Moussa, enfin tout ce beau monde. Constantine, pour vous parler de ma petite, moi j'habitais une impasse à Constantine qu'on appelle la rue Carroise maintenant. Cala Santis, mais donc la rue Carroise, il y avait 13 maisons. 13 maisons, sur 13 maisons, il y avait 10 détenus, 3 condamnés à mort et 2 ou 3 qui ont été condamnés à perpétuité. 13 maisons, tout ce beau monde. Donc, si je parle de la révolution Constantine, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Je commence par mes frères. Tous mes frères étaient dans la révolution. Je prends le cas de mon frère Zubair, qui a fait 9 ans de prison, qui avec mon autre frère Mustafa ont été les premiers à créer la première cellule PPNT de Constantine avec Djemal Dardour. Juan Mustafa, qui était responsable du FLN dans le nord, au milieu de MNA. Mohamed qui était responsable de Wilaya
à Marseille, à Paris, et qui devait prendre dans toute la communauté de France. Ahmed, qui était officier de la LNZALP, Abdeslam, qui est tombé au maquis. Moi-même, j'étais responsable de la plus grande zone de France, Argenteuil, Colombes, qui faisait 10 000 cotisants et 200 gars armés. Et après l'indépendance, malheureusement, les gens qui sont venus de Tunisie et du Maroc ont accepté difficilement de me considérer comme cotisant, avec 200 gars armés et 10 000 cotisans. Quand on est cotisant, il a fallu des années pour que je sois considéré, alhamdoulilah, comme moudjahid. Et vous avez connu Bentobel? Bentobel, je l'ai connu. J'en parle dans le livre. Bentobel, il m'a raconté une histoire extraordinaire. C'est lui-même qui m'a raconté ça. Il est parti avec Taht Abbas. Ils sont partis demander des armes aux Russes et aux Chinois. Bentobel a commencé avec Khrouchtchev à parler politique ou ceci ou les alliances avec l'Est, il faut nous aider, on est content de vous aider. Marx a dit qu'il faut aider ceux qui se révoltent contre le colonialisme. Khrouchtchev, qui avait d'excellentes relations économiques avec la France, commençait à tergiverser. Bentobel, c'est lui-même qui m'a raconté cette histoire. Bentobel lui dit, vous savez, je ne vous parle pas au ministre, je ne vous parle pas en tant que président de gouvernement. Je vous parle en tant que berger. Et je sais que vous êtes un ancien berger. Si vous ne vous donnez pas des armes, nous allons chez les Chinois. Et il y avait à l'époque des problèmes entre les Chinois et les Russes. Sur place, il a donné des armes. Les Chinois, les Russes nous ont donné des armes. Les Chinois également lui ont donné des armes. Et c'est comme ça. Et grâce à l'Adban également dont vous parlez, qu'on a eu pas mal d'armes. Et avec ces armes, nous avons pu attaquer sérieusement des soldats français et récupérer pas mal de trucs. Et il y a également ici au niveau d'Alger, l'opération faite par, j'ai oublié son nom, l'officier français qui était, cet officier algérien qui était ici à Alger et qui a récupéré les harkis. Donnez-moi les harkis, je vais les armer ou là. J'ai oublié son nom. Il a pris tous les harkis de l'Algérois, il les a armés, et lorsque les Français en ont tué quelques-uns, ils ont trouvé avec eux leurs propres armes. À propos du bouquin, je n'ai jamais été écrivain. C'est-à-dire, comment j'ai écrit ce C'est très bien que vous ayez écrit. Non, je préfère le dire, je ne suis pas écrivain. Je l'ai écrit 51 ans exactement après l'indépendance. C'était le 1er novembre 2013, je crois. Je crois. De toute manière, oui, c'est ça. 1er novembre, aucune fête. Et j'ai fait la comparaison avec le 14 juillet en France, aux États-Unis, des soirées extraordinaires, les gens qui chantaient, qui dansaient, etc. Ils ont une gerbe de fleurs, et c'était terminé. Et c'est là où j'ai écrit ce livre. Je ne suis pas historien, mais c'est ma vie. Absolument. Ce dont je parle. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Ce dont je parle est vrai à 100%. Il peut y avoir des erreurs d'incompréhension. Je peux comprendre quelque chose autrement qu'un autre. Mais en réalité, c'est ce que j'ai vécu. Et ce que je crois sincèrement. C'est un témoignage. Mais Monsieur Daxi, Voilà. vous avez la sagesse, vous avez la sérénité, vous avez le recul aussi. Ouais. Comment vous voyez l'avenir? Vous savez, Une note d'optimisme. non, On est en train de construire quelque chose. On arrive ou pas? non, je vais vous dire, moi ce que je pense. Toutes les civilisations arrivent au sommet étant. Vous parlez des Grecs, des Phéniciens, des musulmans, Tal'ou, Hadrou. C'est la même chose. On a une autre révolution. Donc les États-Unis, les Européens vont tomber encore. Maintenant, c'est les Chinois et les Russes qui montent. Moi, après les manifestations de nos jeunes, je pense que c'est un départ. Et ça demande des décades. Ce n'est pas un problème d'année ou là. Nous allons, je pense, remonter. Vous parlez tout à l'heure de Séville.
mes parents, enfin mes arrières, voilà, étaient à Séville. Et ils ont fui, ils sont partis, certains sont installés à Fès, d'autres à Tlemcen, et certains à Constantine. Et nous avons fui avant dans le Consistant. Et maintenant, quand tu dis 2 400 000 ans, Hein Boucharet, alors il te dit, les gens te disent, ah non, mais parce que pour eux, l'Algérie, d'abord, à un moment, ça a été 54, et je reconnais la valeur de 54. Absolument. Puis après, on a dit 1830. Puis après, on a dit 647. La venue de Abdallah Ben Saad en Afrique du Nord. Avant, ça n'existait pas. Ouais. Avant qu'on a Koufar. Vous ne pouvez plus compter, c'est tout. Donc, Vous pouvez plus maintenant, on n'existait pas. Et maintenant, la préhistoire t'explique que tu es le produit de cela. Que tu n'es pas n'importe qui.